Cher Monsieur Cox, président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, professeur Casasus, Votre Excellence, Madame Plukchieva, collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai le très grand honneur d'être parmi vous ce soir. Je remercie sincèrement la Fondation qui porte le nom de premier citoyen européen d'honneur, Jean Monnet. Je souhaiterais vous remercier également d'organiser régulièrement des conférences et des débats consacrés au développement de l'Union européenne. Et c'est parce que l'Union a aujourd'hui 60 ans, la Fondation Jean Monnet commémore son 40 anniversaire. La Fondation est créée en 1978. Il est très important pour moi, en ma qualité de vice-présidente d'un État qui préside l'Union, d'y être ici ce soir parmi vous. Je n'évoquerai que certaines raisons qui justifient l'importance de la discussion actuelle, notamment le fait que nous sommes au milieu de la présidence bulgare au Conseil de l'Union, il ne nous reste que 3 mois, le fait que nous sommes à la veille des prochaines élections européennes et que nous devons définir très attentivement les messages afin que l'idée européenne qui est actuellement fortement ébranlée soit relancée. Et au-delà des élections, il est important ce que nous allons laisser aux futures générations. C'est cela la grande responsabilité historique de notre génération, comme celle que nos parents ont assumée lorsqu'ils nous ont transmis leurs idées, en nous léguant ainsi 60 ans de paix et de développement. Ce dont nous disposons à l'heure actuelle, c'est un livre blanc de M. Juncker, le président de la Commission européenne, et le discours du programme à la Sorbonne du président de la République française, M. Macron. Ce sont deux lectures qui sont de plus entières dans le domaine du développement européen prochain. Les 5 millions de citoyens européens, d'après moi, ne peuvent pas être intercalés dans les 5 scénarios du livre blanc de Claude Juncker. Lorsque de tels documents ne sont pas appropriés, ils risquent de devenir un puissant catalyseur de la transformation et du mécontentement des citoyens en apathie. Y a-t-il un diagnostic plus grave que celui-ci? C'est une question tout à fait rhétorique, bien sûr. Quel était en effet l'objectif du livre blanc? Inciter à la discussion sur l'avenir de l'Union en ce moment crucial, et non pas dans les établissements bruxellois à clos, mais parmi les citoyens et avec la participation de ces citoyens. A-t-il accompli? En effet, à vrai dire, jamais la communication entre les citoyens et les institutions européennes n'a fait l'objet de grandes discussions. En ce moment-là, c'est la même situation. Le discours inspiré d'Emmanuel Macron à la Sorbonne n'a pas pu non plus ouvrir un débat plus approfondi, bien que ses propositions le méritent. J'apprécie hautement le fait que vous travaillez de près avec les jeunes et que vous leur donniez la possibilité d'être mieux informés sur le projet européen. Je remercie également les jeunes, vous à qui je fais confiance de façon inconditionnelle pour présenter votre vision et votre perception. Et enfin, mais non pas en dernier lieu, je dois souligner le rôle important qui vous revient à vous, diplomates, chers collègues, représentants de différentes ambassades et ici en Suisse, pour la sauvegarde et le développement du projet le plus important du XXe siècle, celui de l'Europe unie. Je suis sûre que nous tous, ensemble, nous pouvons soulever pas mal de questions complexes sur l'avenir de l'Union, notamment ici, où vit encore l'esprit des fondateurs de l'idée européenne. D'où est partie l'Europe? Parler de l'avenir implique d'avoir mieux analysé le passé, bien que cela puisse sembler stéréotypé. Nous devons voir comment a évolué l'idée consacrée par les pères fondateurs du projet européen que sont Monnet, Schuman, Spinelli, Adenauer. Lesquelles de leurs propositions et visions sont devenues un fait aujourd'hui? Avons-nous trahi de façon générationnelle leur idée? Comment l'idée européenne a-t-il évolué? Y a-t-il une autre voie que l'Europe de l'après-guerre aurait pu emprunter? Le vieux continent
est la plus grande victime de la Deuxième Guerre mondiale. Il est avéré que la réponse appropriée en vue de préserver la paix prévoyait que entre guillemets, la production franco-allemande de charbon et d'acier dans sa totalité soit placée sous une haute autorité dans la structure d'une organisation qui s'ouvre à la participation d'autres pays de l'Europe, comme le stipule le plan élaboré par Monnet et Schuman. Il y a eu ensuite les traités de Rome, de Maastricht, de Lisbonne. Tout n'a pas marché comme sur des roulettes, bien sûr. Il y a eu une résistance à l'intérieur des États mêmes. Dès ses premiers pas, l'intégration européenne est opposée à la inviolabilité de l'État national. Un phénomène qui, malheureusement, renaît d'une nouvelle force aujourd'hui. La bataille entre les États concernant les limites de l'intégration, mais également les contradictions intérieures relatives à la participation au processus d'intégration. La fin des années 1980 a été couronnée par l'achèvement du marché intérieur lancé par la Commission Delors. C'était la phase d'une intégration économique et politique renforcée, mais avant tout d'un grand enthousiasme. L'Europe a vu son reflet dans la mer de l'innovation et est devenue la symbole de nouvelles idées, un nouvel horizon pour les nouvelles générations. Ces idées sont sorties du cadre étroit des politiques nationales et ont créé les conditions préalables pour le développement des projets d'une envergure beaucoup plus importante, pouvant évoluer sur la grande scène européenne. Le traité de Maastricht a été le premier à avoir transformé la communauté économique en une union politique. C'était le signal indiquant jusqu'où peut aller l'intégration. Le traité a donné plus de cohérence, une monnaie unique, une politique de sécurité au niveau européen. Plusieurs voix, bien sûr, se sont tissées pour dire que le juste équilibre de l'intégration des États membres était trouvé, que celle-ci ne devrait plus être approfondie. Mais malgré tout, l'intégration s'est poursuivie. L'échec de l'idée d'une constitution, l'élimination, l'abandon d'un travail aussi important a posé la question de savoir si une plus importante intégration était possible. Et c'est cette polémique qui a réveillé les tourments entre communauté et souveraineté. Le projet d'une constitution européenne a été remplacé partiellement par le traité de Lisbonne, qui a mis fin au débat d'une durée de 4 ans le concernant. Et bien qu'il ait préservé une grande partie de sa conception, le traité, qui était un compromis, oui, c'est un compromis, n'avait pas la valeur d'un projet établissant une constitution européenne. Ce traité a remédié à la tension liée à l'émergence d'un super-État européen. Ainsi, l'histoire en bref. L'approfondissement des processus d'intégration dans le domaine de l'économie a lancé la construction d'une Europe unie partie. De la communauté européenne du charbon et de l'acier qui, en passant par un marché commun, a abouti à une Europe unie des peuples. Du niveau national vers le niveau européen commun, vers un budget commun, une intégration et une répartition plus efficace des ressources. Entre des États en guerre qui finissent par mettre en œuvre des projets d'une défense commune, quand maintenant on a beaucoup discuté et discute maintenant sur une nouvelle union de défense, coopération structurée, etc. D'ici pour attendre 28 États membres. L'état actuel de l'Union à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Mesdames et messieurs, chers collègues, je ne m'exprimer avec la force de mes convictions et avec ma confiance dans le développement de l'idée européenne, car pour moi, il n'existe pas de débat non-Europe. Et je préconiserai de manière catégorique la nécessité de changements radicaux en matière de politique, de prise de décision et aussi en question qui est assez grave, importante, c'est de leadership. Nous avons vécu des sérieux bouleversements lors de la crise économique et financière qui a branlé le vieux continent. Et je citerai de nouveau Jean Monnet qui disait «
L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. La question fondamentale était de nouveau, sommes-nous plus forts ensemble ou chaque pays se débrouillerait mieux individuellement? Il y avait des leaders européens, vous le savez bien, qui étaient convaincus que le moment, pendant les crises, était venu pour que les États européens fassent preuve d'actes individuels. Par exemple, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, en était un exemple parfait. Il disait souvent sur la scène européenne, c'est le ton de l'État, c'est parce que la crise pose des problèmes politiques que celles des États et leurs gouvernements ont la légitimité de faire face à ces problèmes. Nous le savons tous, chers collègues, nous qui sommes dans cette salle. C'est notamment l'Europe unie qui a su, avec des efforts communs, faire face à la crise. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous imaginer l'avenir sans une Union européenne forte. Voici par exemple le slogan de l'accord de coalition en Allemagne, une nouvelle voie pour l'Europe, une nouvelle dynamique pour l'Allemagne. C'est la preuve du lien étroit qui existe entre l'avenir d'un État membre et celui de l'Union européenne. Il suffit de revenir un peu en arrière en 2017, lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, a posé au centre de sa campagne électorale la nécessité d'une Europe forte et unie en tant que condition préalable pour une France forte. Oui, l'Europe s'en est sortie, mais cette crise grave a démontré que la communauté ne dispose pas des politiques, des mécanismes, des instruments établis en vue de prévenir et de faire face à de telles crises. Les conséquences ont été très dures. Le Brexit n'est qu'un exemple à quoi ont donné lieu la méfiance et la peur des citoyens. Les raisons de la sortie de la Grande-Bretagne ont fait couler beaucoup d'encre. C'est la première fois que la confiance des citoyens que l'Union est une union capable de les protéger et de garantir leurs droits s'est gravement fissurée. L'un des plus grands paradoxes, c'est que la Grande-Bretagne était l'un des plus fervents défenseurs de l'élargissement politique de l'Union. À l'époque, avant 2007, il y avait beaucoup de politiciens qui sont venus de la Grande-Bretagne, dans mon pays, en Bulgarie, pour qu'on pourra nous aider d'une façon assez sincère d'entrer plus facilement à l'Union. Environ 10 ans plus tard, cette même Grande-Bretagne a construit toute sa campagne anti-européenne sur des mythes qui brandissaient l'éventail de flux des ressortissants est-européens. Aujourd'hui, exactement, un an après que Theresa May avait remis à Donald Tusk la lettre officielle annonçant la sortie de la Grande-Bretagne, le problème ne réside pas dans le texte inachevé de l'article 50 du traité de Lisbonne, mais bien dans les conséquences graves du Brexit, tant sur la Grande-Bretagne que sur la communauté. Hier le matin, j'avais une rencontre avec le président fédéral de la Suisse. On a parlé beaucoup sur ce sujet-là et les conséquences futures graves sur votre pays aussi. Les principaux défis et les réponses possibles. Tout d'abord, le cadre financier pluriannuel fait partie de la discussion sur l'avenir de l'Europe. Le prochain budget de l'Union menace de changer la donne de l'actuelle répartition et de la philosophie de gestion des fonds européens par l'intermédiaire de nouveaux instruments financiers. Ce sont notamment les fonds et leur répartition qui vont prédéterminer le développement du projet européen. La sortie de la Grande-Bretagne transformera le budget de la communauté. Une augmentation de la contribution des États membres s'imposera certainement. À l'un des défis qu'aura relevé la sécurité, une augmentation des fonds pour financer les politiques afférentes interviendra, comme par exemple la politique de cohésion. L'une des principales priorités de la présidence bulgare est notamment la défense de la politique de cohésion
Et c'est le moment aussi de dire grand merci au pouvoir de Suisse et du Parlement fédéral aussi, parce qu'ils ont décidé il y a des années d'aider mon pays aussi d'un programme de cohésion, un programme suisse-bulgare qui donne maintenant de très bons résultats et qui est presque la même que la politique de cohésion européenne. La politique de cohésion est incluse dans la déclaration de Rome signée en mars 2017 à la demande du président bulgare, mon collègue M. Radev. Les relations entre les anciens et les nouveaux États membres, c'est le deuxième point, est une question essentielle pour l'avenir du projet européen. L'inclusion de nouveaux États ou un développement de rattrapage. La première option est à retenir dans la mesure où la deuxième n'est pas productive et risque de donner lieu à l'effondrement de la construction européenne. Troisièmement, la place géopolitique de l'Europe perd du terrain. Oui, comme vous savez déjà, j'étais presque 10 ans au Parlement européen et j'ai vu que l'Europe a cédé son rôle de leader mondial. La solution des conflits internationaux dépend à ce point de politique des États-Unis et de la Russie, qui même de l'Organisation unie, a cédé le terrain. Le Proche-Orient, l'Afrique du Nord font l'objet de processus difficiles à reconnaître, complexes et imprévisibles. L'Europe a préféré le rôle d'observateur et à celui de leader. Mais c'est notamment à elle d'assumer les conséquences des crises dans les différents coins du monde. Les propos de la haute représentante de l'Union, Mme Mogherini, notamment, je cite, « La Syrie est le conflit le plus complexe et le plus terrible dans notre monde », sont vrais, mais insuffisants dans la mesure où ils n'ont pas donné lieu à des actes. L'Europe manque de vision concernant les projets à mettre en œuvre afin d'aider les États africains à retenir ceux qui fuient la famine et les conflits, des projets d'affaires communs, de l'aide à l'éducation et au système de santé. Quatrièmement, la crise des migrants et des réfugiés est devenue l'étiquette de ce mandat et un thème beaucoup plus controversé pour l'Union que les crises financières et économiques. Elle mérite une discussion à part. En tant que participant direct à la réaction des institutions européennes à la suite des flux de masse de personnes fuyant les conflits, je souhaiterais souligner juste quelques éléments. Quelles étaient les lacunes? L'absence d'une analyse et d'une prévision sérieuse des processus qui se sont établis depuis 2011. La première réaction n'a été que de nature humanitaire. L'Union a misé sur un ensemble de mesures d'urgence qui, dans l'ensemble, n'ont pas pu donner des résultats. Les opérations militaires dans la Méditerranée ont englouti beaucoup de ressources tout en stimulant enfin des comptes tant le passage clandestin que le trafic d'êtres humains. L'Union n'a pas élaboré de politique pour limiter les flux migratoires, ni d'ailleurs pour les gérer. Au lieu de renforcer nos frontières, nous avons commencé à ériger des murs. 5 ans après la tragédie près de l'île de Lampedusa en Italie, nous ne disposons toujours pas d'une politique entièrement définie adoptée en vue de maîtriser cette crise. Dès le début, la position de mon pays, de la Bulgarie, consistait à assurer une protection plus sûre des frontières, car cela garantirait également la sécurité des Européens à l'intérieur de l'Europe. Il est donc nécessaire, d'après notre présidence, de modifier le règlement de Dublin afin d'assurer l'attitude solidaire de tous les États membres en Europe et d'éviter que le charge ne pèse que sur les États qui sont une frontière extérieure de l'Europe, comme par exemple la Bulgarie, la Grèce, l'Italie, Malte. Créer des hotspots, c'est une politique, c'est une idéologie déjà dans la Commission européenne, mais de les créer non pas seulement dans les pays européens, mais aussi dans les pays d'où viennent les migrants. Assurer des voies d'immigration légale, on a beaucoup parlé sur ce sujet, mais
Malheureusement, aucun résultat. La prévision les plus optimistes impliquerait que l'Union adopte pendant ce mandat une politique globale d'asile. Les frontières de l'Union touchent également à la grande question des futures relations avec la Turquie. C'est M. Kazasous qui a dit quelque chose sur ce sujet il y a quelques minutes. La Turquie qui, depuis 40 ans, est candidate 40 ans à l'adhésion de l'Union. Il n'existe pas de consensus concernant la façon dont nous le considérons comme un futur État membre de l'Union qui soit à la fois un pont entre les mondes chrétiens et musulmans et un garant de leurs relations, ou bien comme un pays tiers à l'égard de qui, en fonction de la situation, seront élaborées une démarche ou des politiques concrètes. Je souhaiterais rappeler que la Turquie est un des plus grands partenaires économiques de l'Union. En outre, elle contribue à la maîtrise de la crise des migrations. D'ailleurs, je considère qu'il est indispensable d'apporter une réponse européenne aux actes du président turc, M. Erdogan, plus précisément avant la tenue du référendum en Turquie, lorsqu'il s'est permis d'accuser les gouvernements européens de pratiques nazies et de s'adresser à des citoyens d'États étrangers comme des ancêtres des anciens territoires ottomans. Hier soir, en Bulgarie, il y avait une réunion très grave, mais à la fois très importante. M. Tusk, le président du Conseil de l'Europe, M. Juncker, qui est président de la Commission européenne, notre Premier ministre, M. Borisov, et le président du Turquie, M. Erdogan, était à Varna, c'est une grande ville en Bulgarie. On ne sait pas encore les résultats en détail, mais quand même, pour moi et mes collègues, la grande nouvelle est qu'il y a déjà un débat entre l'Europe et la Turquie. Et je suis optimiste qu'il y aura une seconde réunion à Sofia pendant la présidence. Pour nous, le rôle de Turquie dans la crise migratoire est énorme. La conception de l'élargissement, le point suivant, doit être examinée à l'aune de la comparaison de l'adhésion de nouveaux États membres de l'Union après Maastricht au processus actuel relatif aux Balkans occidentaux. Deux positions méritent d'être rappelées à ce sujet. Celle du président de la Convention sur l'avenir de l'Union, Valéry Giscard d'Estaing, notamment. L'élargissement rapide de l'Union sera une erreur politique, il le dit souvent, et celle de Jacques Delors, notamment. L'élargissement ne devra pas être considéré simplement comme une nécessité découlant de la chute du communisme, mais comme une façon de refondre l'Europe. La présidence bulgare a agi avec audace en intégrant dans l'agenda européen les pays des Balkans occidentaux. Des contacts sont établis dans le cadre de différents formats. Des murs érigés pendant des années ont été surmontés au niveau des relations. Et le plus important, la Bulgarie a pu convaincre l'Union d'établir et de proposer une stratégie intégrale relative à leur adhésion. Des délais plus concrets ont même été évoqués. Tel est le rôle difficile mais réussi de la Bulgarie. Il implique de connaître les processus dans cette partie de l'Europe, de maîtriser le fin équilibre, de prendre les décisions avec beaucoup de précautions. Les doutes, les réserves, de l'incertitude des ressortissants de ces États sont naturels. Nous sommes les héritiers d'événements historiques lors desquels l'ingérence des grandes puissances en Europe a plusieurs fois donné lieu à la désunion, à la souffrance et aux guerres. Mais la Bulgarie a su, pour la première fois depuis Thessalonique en 2003, faire le pas suivant, consistant non seulement à témoigner de l'attention aux anciennes républiques yougoslaves et à l'Albanie, mais à faire proposer une stratégie concrète. Le Premier ministre bulgare sera l'hôte d'un sommet complexe mais significatif qui réunira les leaders européens et les chefs d'État de ces pays à Sofia au mois de mai.
Chers collègues, qu'est-ce que nous devons changer? Oui, je sais bien, c'est une discussion, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de magie là-bas. Les principales politiques. La grande question consiste à savoir quelle Europe nous choisissons. L'union politique relativement étroite qui agit comme un sujet politique ou une Europe plus large et plus unie dans l'esprit de De Gaulle. L'Europe unie est pour lui une base d'équilibre, de progrès et de paix dans le monde entier. Il parle de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural et ne partage pas la vision de Monnet pour une Europe fédérale confrontée à la réalité indestructible de l'État-nation. Le thème de la sécurité. Pouvons-nous faire plus ensemble pour la sécurité? Le traité de Lisbonne doit-il évoluer dans cet objectif? Oui, même au prix du changement. Je pense que le traité de Lisbonne, le mandat suivant des institutions européennes, il doit faire quelque chose pour le changer et pour peut-être avoir, de faire des efforts, d'avoir un nouveau projet de constitution. La sécurité est le plus grand défi relevé par les citoyens européens et nous devons de leur fournir des garanties. La défense commune est une idée acceptable dans le contexte d'un monde de plus en plus dangereux et trouble. Le chemin à parcourir entre la sauvegarde du statu quo et l'armée commune, le développement de nouvelles technologies et du Fonds européen pour la défense jusqu'aux opérations communes est très longue et doit être minutieusement évalué. On parle d'un noyau de défense d'État qui risque de donner lieu à de nouvelles lignes de division et un nouveau Schengen, cette fois-ci dans le domaine de la défense. Je doute donc que cette tendance puisse rendre l'idée européenne plus convaincante pour nos citoyens. Troisièmement, 80% s'attendent à ce que l'Europe fasse plus dans la lutte contre le terrorisme. Elle ne peut rester enfermée que dans le cadre de la coordination entre les services de sécurité et les pouvoirs limités de Europol. Je suis l'un des adeptes de la création d'un service européen de renseignement. En outre, la proposition de M. Macron relative à la création du parquet européen de lutte contre le terrorisme mérite de l'attention. La radicalisation ne devrait pas être évoquée comme conditionnée par la religion. L'exclusion sociale, la marginalisation, l'absence d'éducation transforment nos enfants à une proie facile. Un autre sujet très important pour moi, assez discutable bien sûr, la réforme des institutions et du processus de prise de décision. L'un des risques sérieux qui encourt l'Europe est lié à son incapacité d'effectuer sa réforme institutionnelle et de renforcer ainsi sa liberté d'action, disait Delors. Je souhaiterais inciter à cette discussion en faisant état de certaines de mes réflexions. En bref, le rôle excessif et les attributions excessives de l'administration, fameuse administration à Bruxelles. Les personnes nommées sont devenues plus fortes que les élus. La bureaucratie s'est substituée aux idées et aux esprits visionnaires. Deuxièmement, est-ce que le modèle d'une Commission européenne qui a des pouvoirs sur toute l'activité législative fonctionne bien? Une bonne question. Cependant, les États qui sont des objets mettent en œuvre les politiques doivent devenir des sujets proposant des politiques européennes. Il ne faut pas non plus négliger la possibilité du Parlement européen d'exercer par l'intermédiaire des parlementaires européens élus directement par les citoyens de leurs États d'origine un contrôle plus élevé sur la mise en œuvre de ces politiques, d'analyser leur efficacité et leur performance et pourquoi ne pas faire preuve de plus d'initiatives concernant leur mise en œuvre. Troisièmement, nous avons un système politique qui ne correspond pas pertinemment aux attentes des citoyens. Il ne participe pas activement à la désignation des leaders européens qui sont censés ensuite répondre à leurs attentes.
Cette contradiction éloigne les gens des institutions européennes. Il suffit de voir ce qui a donné lieu la dernière expérimentation de 2014 et la désignation des présidents de la Commission européenne par, c'est en allemand, Spitzenkandidaten, candidat tête de liste, ça veut dire. Cette idée n'a passionné personne malgré les efforts des partis. J'ai vu la situation dans mon propre pays. J'étais aussi candidat du Parlement européen et j'ai vu que personne ne s'intéresse de leader. Les partis ont obligé le Conseil ensuite et lui ont imposé d'accepter le candidat du Parti européen qui a remporté la victoire. Cela a inévitablement donné lieu à la politisation de la Commission européenne. La Commission a pris des couleurs politiques. Or, tout ce processus a brillamment été présenté comme une victoire des citoyens, entre guillemets, le président étant considéré comme le résultat de leur choix et de leur vote. Cependant, nous avons pu observer que les citoyens ne participaient pas aux discussions préalables et que le taux de participation n'avait pas augmenté dans son ensemble. Plusieurs citoyens n'ont pas compris pour qui ils votent. Ensuite, le deuxième parti a vite reconnu le vainqueur, c'est-à-dire les socialistes ont vite reconnu M. Juncker, en l'occurrence malgré sa campagne à son encontre. Cela renforçait la méfiance et a privé ce parti de la chance d'avoir son candidat aux prochaines élections. Il était certes difficile d'accepter des arguments selon lesquels M. Juncker, membre de la droite, était centriste possédant certaines convictions de gauche. C'était le choix du consensus, mais devenu commissaire européen, M. Juncker n'a pas fait preuve d'une grande sympathie pour le Parlement européen. Quatrièmement, les autres membres de la Commission sont dans une situation similaire. Ils sont désignés de manière politique en fonction du parti au pouvoir dans leur pays d'origine. En outre, la création d'un portefeuille pour une personne donnée sans tenir compte de son profil professionnel et des politiques les plus actuelles et les plus importantes pour les citoyens européens crée pas mal de problèmes. Il est inacceptable que l'accès aux services de santé, par exemple, relève au niveau institutionnel du thème général de l'écologie. Mais c'est la situation dans la Commission maintenant. La pertinence des politiques permettra l'établissement d'un lien plus approprié et plus étroit avec les parlements nationaux. Ils ont leurs priorités et celles-ci seront facilement coordonnées avec les commissaires afférents. Du moins, la langue dans laquelle ils échangeront sera la même. L'Union n'est pas une construction créée pour détruire ou pour porter atteinte aux États. Elle a été créée par des personnes et des cerveaux d'une forte identité nationale, partageant la conviction qui c'est notamment par l'intermédiaire de l'Europe qu'ils défendront le mieux l'intérêt national et qu'ils tireront profit de cette construction. Plus d'Europe signifie plus de droits et de protection sociale ainsi que la convergence de normes sociales. Le père de l'unité allemande, Bismarck, à l'époque, savait bien qu'assurer la légitimité de la nouvelle gouvernance du nouveau pouvoir à la fin du XIXe siècle impliquait de tisser des liens forts au sein de la société allemande et de garantir ainsi la paix sociale. Si l'Europe avait créé des politiques qui puissent garantir les droits sociaux et lutter contre le chômage, il n'y aurait pas eu de scepticisme et de désaffection pour l'idée européenne. Pourquoi y a-t-il au sein de l'Union une procédure de sanction en cas de déficit budgétaire, par exemple? Il n'y a pas une en cas d'un taux de chômage élevé ou de pauvreté croissante, et pire encore, en cas d'augmentation du nombre d'actifs pauvres. Je vais finir avec un sujet qui, d'après moi, est très important et à la fois très dangereux, et qu'on le voit maintenant dans certains pays de l'Union. Droit, populisme, essor des partis radicaux.
L'Europe a été fondée il y a 60 ans sur la base de ce que nous unit au nom de la paix et de la sauvegarde de la primauté des droits de l'homme. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, la bataille la plus difficile sera celle contre la xénophobie, le déni et le populisme. Le recul dans le domaine de la sauvegarde des droits fondamentaux a donné lieu à l'essor des mouvements populistes qui proposent des solutions faciles de prime abord, mais en effet irréalistes. Les partis traditionnels étant incapables d'élaborer des politiques qui fonctionnent et sont accessibles aux citoyens, ils sont aussi pour quelque chose. Cependant, le danger ne vient pas tellement de l'existence d'un parti extrémiste, mais des propensions durables et généralisées au sein de la société. Cela impliquera de recourir à des sages comme le grand Umberto Eco, je vais le mentionner, et de relire obligatoirement ces 14 façons permettant de reconnaître la naissance du fascisme. Ce sont des mots forts, mais réalistes. La force de l'idée européenne. Dans ce contexte, les résultats des élections aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, ont démontré la force de l'idée européenne, en France aussi, de cette bactérie communautaire qui provient de notre système commun de valeurs que nous avons pu, en dépit de tout, construire. Aujourd'hui, nous souhaiterions avoir le moral du citoyen européen et pouvoir le déclarer avec fierté où que nous soyons. La mission de l'élite politique en Europe consiste à nous le garantir par la politique des petits pas, comme le voulait Jean Monnet, une évolution de l'Union, une évolution de petits pas, comme la disparition de frais de l'internance, d'interdiction du géoblocage et d'autres. Mais également la charte de droits fondamentaux de l'Union que chacun doit respecter. Nous avons aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons construit, à parler de la défense des droits élémentaires. Aucune perte de terrain n'est admissible. J'ai ainsi livré ma lecture du diagnostic et des raisons de la maladie. J'ai proposé, mesdames et messieurs, certains médicaments, mais le vrai traitement ne peut être que commun avec les efforts de tous, avec de nouvelles idées et énergie. Nous devons abandonner les doubles standards, non seulement dans les relations entre les États membres, mais aussi dans la façon même de parler en Europe. Merci beaucoup pour votre attention.